Ah, nous voilà, je crois. Non? Ah Ah ah, ah, nous y sommes. oui. Oui, Donc, on est en ligne. on est en ligne. Bonjour, bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Frédéric Gary. Alors, qu'est-ce qui start? Alors, on a décidé on en a parlé hier, on a décidé de se lancer les verres pour partir la discussion. Moi, j'aimerais commencer par un vers qui est à la page 23 de La lettre au bout du monde, qui parle de regard. Bon, c'est pas vraiment un vers, c'est une phrase parce que c'est dans un poème en prose. Alors, ça parle de regard. C'est ce regard que je voudrais écrire pour me rappeler vos yeux, les yeux des autres, la forme mère de tant de lèvres qu'un nom parfois caractérise, qu'un geste fixe lorsqu'elles sont sur le point de s'offrir à la parole, parfaite de déséquilibre et d'invention, amoureuse, tournée vers un corps impatient que la quête a tendu. Donc, tu as quand même beaucoup écrit sur cette idée du regard. Il y a eu des regards guerriers, il y a eu des regards amers, il y a eu toutes sortes de regards dans ton travail. J'aimerais parler un peu de ta relation aux différents regards dans ton travail. Comment est-ce que le regard de l'autre, le corps de l'autre, l'appel de l'autre, ou au contraire l'autre qui fuit, qui repousse, comment ça devient un moteur d'écriture pour toi? Ouh, ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que le regard est là parce que le regard va plus loin que le bras. Le regard peut aller plonger dans quelque chose au même moment où quelque chose plonge dans nous, dans moi. Euh, donc, il y a à part du rapport, je dirais, freudien à la pulsion scopique, là, il y a quelque chose de terriblement érotique dans, dans le regard. Et puis, je ne veux pas juste dire érotique, parler de cul ou de trucs machin, je parle vraiment de Eros et ce rapport-là amoureux ou ce rapport-là de logos grec, de La parole, relation, relation, la parole, ouais. qu'on peut appeler le désir. Fait que le regard, c'est un peu la pipe, c'est le tuyau, c'est le vecteur ou le véhicule du désir pour moi. Euh, Tant le désir de l'autre que mon désir par rapport à l'autre, l'autre pouvant être l'horizon comme ça peut être justement les lèvres. Euh, Dans ce cas-là, ce texte-là, quand tu l'as lu, je me suis souvenu, en fait, j'avais oublié ça, mais c'est une lettre que j'avais écrite à quelqu'un dont j'étais. La plupart de mes poèmes, c'est des lettres d'amour que j'ai écrites, puis que j'ai coupé des copies-collées, mis dans un manuscrit. Et ça, c'était Particulièrement pour ce recueil-là ou même après? à peu près, c'est très récent. C'est vrai que tu écris souvent au-dessus, hein? Tu t'adresses souvent à quelqu'un en particulier. Soit le tu, soit le vous. Pour moi, Ouais, c'est vraiment une affaire c'est comme un spring, c'est comme un ouais. ressort sur lequel je rebondis, là. C'est ma trampoline syntaxique. Euh, Puis, je. Ouais, dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui était particulièrement doué, particulièrement articulé, et qui avait une singulière beauté qui se résumait dans sa lippe du bas, OK. qui était toujours un peu brillante Un peu et qui, humecté. Ouais. un peu humectée et qui, comme toutes les lèvres, étaient croches. Toutes les lèvres sont croches. Ah bon? Il y avait une forme, ben oui, je veux dire, il y a pas des lèvres symétriques, ça serait probablement assez monstrueux. Euh,
Et puis, il y avait toujours ce Ben, déséquilibre. on en a des exemples parfois avec des chirurgies plastiques qui ne sont pas tout à fait réussies. Oui, oui, qui finissent par Ouais, ressembler à des espèces de poissons d'aquarium exactement, ouais. collés sur la vitre, là. Ouais. Et ça a quelque chose de la symétrie parfaite chez un humain, en dépit de tout ce qu'on peut dire de Vitruve et bon, du bonhomme de Vitruve, là. Ça a quelque chose de monstrueux. Finalement, la perfection est plus monstrueuse que la perfection. Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Puis c'est qu'elle laisse pas de. Cette phrase-là n'est pas possible si ces lèvres-là avaient été parfaitement symétriques. C'était le déséquilibre parfait de déséquilibre et d'invention. C'est que l'invention Ouais. vient de ce déséquilibre-là. Et dans ce sens-là, ça me fait penser, par exemple, à Herménégilde Chasson qui dit souvent la culture acadienne est bricolée. Ouais. On bricole. Et je crois que c'est le cas de toutes les formes d'art. C'est artiste, ça veut dire être technicien, être Ouais. artisan. Patenteux. Patenteux. Ouais. On est des patenteux. Des Et patenteux de puis, la langue. on peut pas patenter s'il n'y a pas de déséquilibre. Ouais. Tu sais, je veux dire, Absolument. et dans cette phrase-là, il y avait cette idée-là du déséquilibre qui rentrait dans le regard. Hmm. Parce que ça reste ça. Mes yeux sont le lieu par lequel j'avale le monde. Ouais. Et ça me vient peut-être du fait que ma mère était née aveugle. Ah bon, Et ça, je ne savais pas, j'étais pas aveugle, con. ouais, et elle est toujours aveugle d'un œil. Ouais. Elle est née aveugle. Et puis elle a réussi à retrouver la vue qu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Donc je pense que j'ai grandi dans cette couvé par cette peur de perdre la vue et par cet émerveillement que je supposais. Donc le regard revient comme les mains. Les mains reviennent souvent. Énormément. Dans, Mais les mains et particulièrement les paumes. oui, Tu as souvent la paume de la main qui revient dans des poèmes. Puis ça traverse ton œuvre en entier. Il y a des paumes qui reviennent un peu partout. ben Est-ce c'est que c'est peut-être le l'idée côté de la main Jesus Christ ouverte? Superstar, là. Je sais Comment? pas. Pardon? C'est peut-être le côté Jesus Christ Superstar, tu sais, les paumes, l'écran ne monte pas, mais les Ou paumes de tout le monde. jazz hands? C'est ça. Mais je pense que c'est parce que quand la main est une main en soi peut-être fermée, ça peut former un point. Absolument. Ouais. Alors que la paume, elle est ouverte, elle est découverte, la paume se met en danger, se D'ailleurs, met en à la toute, risque. à la toute fin, je ne sais pas si c'est à la toute fin de La lettre au bout du monde ou à la toute fin de Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Il y a justement les doigts qui se ferment et font un point. Mmh. Mais quand je dis ça, c'est Le dans Ne dernier réveillez poème. pas l'amour, et Oui, c'est c'est à la toute fin. C'est le dernier poème, ça. levé comme les doigts d'un poing. Voilà. Donc, Ouais. même quand j'utilise le point, il n'est pas du côté Il y a quelque chose de de la violence tendre. ou d'une forme C'est ça. d'affirmation. Il a quelque chose de à la fois C'est, tendre et vulnérable, je dirais. ben, il se ferme pour se donner du réconfort, quelque part. Les doigts de la main Mm-hmm. se collent ensemble, se lovent ensemble, donc ils se ferment pour donner, comme on dit, comme un bébé qui dort à point fermé. Oui. L'idée de donner du réconfort plutôt que de se préparer à frapper. Parce que Et puis en même temps, ce la main point-là. ouverte peut frapper aussi. Oui, ben en disant ça, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on peut donner une gifle. Ouais. Et la main est ouverte. On peut donner une gifle, on peut dire stop, on peut accueillir, on peut tirer vers soi, on peut. Puis on peut aussi lire la main. J'ai toujours trouvé ça fascinant que probablement Cette idée de la la. Ouais. première écriture ou la première trace avec laquelle on est en contact, on est un bébé, c'est quand on se voit les pieds puis on se voit les mains. Et ça doit être étrange de voir, parce que les mains de bébé, elles sont très ridées.
tu sais. Effectivement, donc on voit Et vraiment les lignes. Ouais. ouais, il y a la trace de quelque chose qui tient au fait que la main elle s'ouvre, elle ferme, elle s'ouvre, elle ferme. Donc Ouais. les lignes de la main, c'est une trace. C'est pas étonnant que qu'il y ait des gens qui lisent les lignes de la main. C'est une écriture. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire le 23 janvier 2046, tu vas aller t'acheter un paquet de cigarettes? Je suis pas sûr, Pas mais sûr. ça dépend des gens. Mais oui, donc les mains, les paumes, le regard. Les phalanges, les doigts, les phalanges, ça revient parfois aussi. Ah ouais. Oui, tu as des Ah, phalanges les qui doigts, reviennent. oui, c'est vrai. Oui, oui. Je Oui, dis souvent toucher du doigt le ciel. ouais, ouais, exactement. Oui, Il y ouais. a, il y a... Mais quand les gens me demandent ce que j'écris, parce que ça arrive à tous les gens qui écrivent. Toucher du doigt le ciel, il y a quelque chose de Michel-Ange là-dedans, il y a quelque chose de la chapelle Sixtine. Là. Bah, je pense pas que c'est ce que j'avais en tête quand je l'ai écrit, mais en même temps, euh, Ça la fait partie de notre première fois que j'ai imaginaire. vu Michel-Ange à la chapelle Sixtine, ça a été tellement intense, presque violent. Je veux dire, les genoux m'ont carrément lâché. Il a fallu que il y a 2 gardes de sécurité qui sont venus me ramasser. Tu as eu le syndrome de Stendhal. Je ne sais pas si c'est le syndrome de Stendhal, mais je ne me suis pas évanoui. OK. Mais j'ai juste lâché. C'est tellement magnifique. Ces corps-là sont d'une beauté tellement exceptionnelle. Ouais. Et la lumière sur la chair est tellement belle. Et je pense que oui, ce geste-là aura probablement été gravé dans mes circuits neuronaux à cause de l'intensité de l'émotion, puis aura fini par ressurgir dans un texte. Mais c'était surtout, quand j'avais écrit ça, c'était surtout l'idée de ouais, l'impossibilité de toucher du doigt le ciel. Puis qu'est-ce qu'est le ciel? C'est étrange, le ciel. Tu sais, ça commence à combien de centimètres? À combien de Ah pouces ouais, du sol, le effectivement, ouais. ciel? Euh, Où commence l'au-delà? ouais. Ouais, Puis ouais. il suffit de prendre l'avion pour. On a l'impression, quand on est dans l'avion, qu'on est dans le ciel, mais est-ce qu'on est vraiment plus dans le ciel que quand on marche dans la rue? C'est pas clair. Et ça, je trouvais ça intéressant, cette idée-là de dire on peut toucher du doigt le ciel. Je peux mettre mon doigt sur la fenêtre que vous ne voyez pas, qui est là, Ouais. et je touche du doigt le ciel. Je peux sortir dans la rue, je peux toucher du doigt le ciel. Mais en même temps, le ciel ne se touche pas. C'est un concept, le ciel. Absolument. Ouais. Il y a Ouais. des mots comme ça. Et moi, ces mots-là me fascinent, où on a inventé des choses dont on a l'impression qu'elles sont matérielles, Effectivement, oui. alors que c'est des concepts. C'est comme le bout du monde. Ça n'existe pas, le bout du monde. Il Voyons. y a, il y a, il y a plein de bouts du monde différents pour plein de personnes. Ouais. Mais pourtant, quand on dit le bout du monde, ça a comment je dirais, ça a une qualité matérielle, au sens de Oui, matière. ça a une qualité matérielle, puis c'est aussi une qualité qui nous ramène à nos anciennes croyances. Ben bon, croyances contemporaines pour certains, là, mais que la Terre était plate, puis on pouvait arriver au bout et tomber, Oui, tomber en bas du monde. Donc, l'idée du bout, c'est un peu ça aussi. mais c'est aussi son bout du monde. C'est aussi le bout du monde, ça suppose qu'il y a un référent qui est un sujet, qui est le je. Ouais, Il n'y a pas de bout du monde s'il n'y a pas d'humain. c'est clair. C'est clair. Ouais. Bon, tu vas me dire, il n'y a pas de poème s'il n'y a pas d'humain non plus. Non plus. Quoique, pas sûr. Pas sûr que. Parlant d'humain, donc, Platonicien, overly platonicien, mais c'est pas sûr. Mais quand on dit le bout du monde, et là, je pense, ça me fait beaucoup penser à tes textes, c'est quelque chose qui revient souvent chez toi, cette idée-là de l'espace, de la route, ouais. du lieu à atteindre, ou du lieu qui ne sera pas atteint. Et à ce moment-là, ça peut être soit mélancolique, ou ça peut être soit un choix. Oui, le choix de ne pas se rendre au bout de la route, de ne pas de garder l'inatteignable inatteignable. Ben, Finalement. c'est fascinant parce que, bon, pour les gens qui nous écoutent, Frédéric Gary et moi, on est en train de travailler avec Sonia Malaborza sur un projet d'anthologie. J'ai-tu le droit de le dire? Ben oui, absolument.
OK. Sur un projet d'anthologie, des 30 ans de textes de Frédéric Gary. Donc, je me suis plongé depuis quelques mois, replongé dans les textes de Gary de manière assez intensive. Et ce qui me fascine, c'est ce rapport-là à l'espace et le fait qu'il y a toujours la question d'aller quelque part, soit de rentrer de quelque part ou d'avoir quitté un lieu, d'aller vers un lieu et même de ne pas aller vers un lieu, comme je disais, soit par choix, soit par incapacité ou impossibilité. Et à ce moment-là, il y a une énorme, dans tous les cas, à toutes les fois où tu parles de l'espace, il y a une énorme, une très grande, très forte charge nostalgique. Oui, j'ai l'impression que même parfois, il y a même comme une nostalgie. Il y a comme on pourrait quasiment appeler ça une pré-nostalgie, mais de lieux qu'on n'a pas encore connus. C'est comme s'il y a déjà il peut y avoir comme un regret déjà d'un lieu qui est imaginaire. C'est en quelque part l'essence de ce que moi j'en ai saisi, en tout cas du mot saudade. Ouais. Okay. C'est le regret de quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas. Ouais. Mais c'est le regret de cette chose qui n'est pas encore, ou de cette personne qui n'est pas encore là. C'est peut-être mes racines portugaises qui parlent dans mon travail, Oui, finalement. parce que ça revient, la figure du Portugal, elle est souvent là, des fois elle s'identifie clairement, ouais. mais elle est aussi souvent là dans ton rapport à la mer est évidemment acadien. Ouais. Puis tu as été élevé à Robertville, mais tu as grandi pendant très longtemps, pas au très bord de loin la mer, ouais. Comme moi, du reste, on Ben est oui, des maritimes. on est des À côté maritimes. de chez nous, il y a même un motel qui s'appelait le motel maritime. Tu peux Ben pas oui. faire plus mal Non, que ça. on passait notre vie au bord de la mer. On passait notre vie à regarder la baie, puis c'est clair. Mais il y a quelque chose, moi, je me souviens, et encore là, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, Gary et moi, on se connaît. Tu vois, quand je dis Gary et moi, je ne dis pas Frédéric Gary, je dis Gary. On se connaît depuis l'âge de 15 ans. Ouais, 14-15 ans, ouais. 14 ans, je pense, la première fois qu'on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis assis sur tes genoux. Oui, dans un bus, on allait voir un groupe légendaire qui probablement n'existe plus, qui s'appelait Platinum Blonde. Platinum Blonde, les coupes de cheveux des années 80. Les coupes de cheveux des années 80, à l'époque. C'est comme le Puis monde de Tracassie. à l'époque, c'est comme s'il y avait un concert quelque part, puis on pouvait prendre le bus pour aller au concert, on s'en foutait si on aimait le groupe ou non. Il y avait un bus, on pouvait aller voir un concert. Ouais. Puis c'était loin, on partait de Bathurst, puis on allait à Moncton. Or, dans le bus, évidemment, comme moi je suis toujours en retard, je suis arrivé en retard dans le bus, il n'y avait plus de place. C'était quand même un assez long voyage à l'époque de 3 heures, 3 heures et demie. Ouais. Et puis, j'ai spoté... C'est avant la 11. Oui. Ça fait que la route était même assez légèrement chaoteuse. Et toujours est-il que j'ai spoté un gars qui avait de l'air confortable, parce que tu avais quand même une masse de quarterback. Il avait l'air confortable. Oui, moi, mais tu sais, à 14-15 ans, tout le monde est chétif et mince, et toi, tu étais athlétique. Ouais, j'étais costaud. Tu avais ce côté-là costaud. Puis, je me souviens d'avoir eu des lunettes, puis je me suis dit, un gars qui porte des lunettes de même, puis c'était des lunettes assez flyées, mais c'était un gars qui porte des lunettes de même, si je m'assois sur ses genoux, il ne va pas me fesser. Puis, fair enough, ça a été le début d'une amitié. Tout ça pour dire que je sais pertinemment bien que ton rapport à la mer n'est pas juste la baie des Chaleurs. Il y a cette mer-là imaginée ou imaginaire qui est la mer de la mer, c'est-à-dire la mer maritime de la mer maternelle, pas le fantôme, mais cette présence-là qui a toujours été constante, moi, depuis que je te connais, du Portugal. Oui, mais parce que c'est l'espèce de mystère de la famille du côté de ma mère, justement, parce que c'est du côté du père de ma mère qu'on est portugais. Donc, c'est notre arrière-grand-père, Jean Rodi.
au début du 19e siècle, ou fin du 18e, pardon, au début du fin 19e, début 20e, on a un ancêtre qui est arrivé et qui a fait naufrage. Et donc, c'était 2 frères, puis ils sont restés, puis ils ont marié des Acadiennes, puis voilà. Et donc, c'est cette idée-là que le destin a fait que j'existe à cause d'un naufrage. Donc, quelque chose qui, à la base, peut être vu comme étant tragique, finalement, ça fait en sorte que j'existe. Ouais. Pardon. Pour filer ça, je citerai, tu vas tout de suite reconnaître le texte, et ça me fait penser à ça. C'est un poème de l'origine. Vent de Seine ou vent de Seine, confusion qui porte à nos délires d'Amérindiens britanniques perdus dans le Ra et le Rasta. Nous sommes tous amphibiens. Donc, c'est le premier texte du premier recueil. C'est la première partie. Ouais, c'est le liminaire. Stratagème de mon impatience. Ouais. Ouais. Et je me souviens encore du tapuscrit que tu m'avais apporté. Ouais. Parce qu'à l'époque, on était encore avec des machines. Et je m'étais installé à l'ombre des contreforts, des très grands murs du Centre Aberdeen. Puis j'avais lu avec émerveillement ce manuscrit-là. Et le premier texte, j'avais pas vu ça encore dans notre littérature. On avait souvent parlé de l'extérieur. Gérald Leblanc l'avait beaucoup fait. Ouais. Mais là, c'était vraiment in your face. Et cette phrase-là, nous sommes tous amphibiens, ça vient d'où? Ça, je pense qu'à l'époque, puis bon, tout le poème menait à ça. C'était vraiment l'idée que ça parlait un peu, dans un sens, ça parlait de résilience, ça parlait de la possibilité de l'être humain d'être plusieurs choses à la fois. Hein, et particulièrement en étant ici. Tu sais, je veux dire, en étant en Amérique, on est tous complètement mélangés. Bon, en Europe, partout, on est mélangés. L'idée de la pureté, c'est une foutaise épouvantable. Non, d'ailleurs, la connaissance qu'on a de la génétique l'a très bien démontré dans Exactement. les 10 dernières années. Donc, pour moi, c'était ça quand j'écrivais ce poème-là. C'était pour dire que vraiment, on vient tous de partout et de nulle part. Et on peut se transformer pour autant, comme un amphibien, autant bien vivre sur Terre que dans la mer, finalement. Donc, c'était une espèce de réconciliation avec notre multiplicité. Mais ça, ce sont des poèmes que j'ai surtout écrits quand j'habitais à Fredericton. En 89, il me semble. Puis après, c'est ça. Après je t'ai écouté, puis je suis venu vivre à Moncton. C'est toi qui m'avais convaincu. Ben oui, tu avais beaucoup de réticence de venir vivre à Moncton. Bon, il faut dire que Moncton, à la fin des années 80, c'était une ville relativement sinistrée. Les gens de notre génération se souviendront que sur la rue, il y avait... Regarde, c'est toi! Oui, regarde, c'est moi. Ça, c'est ma fille, Eleonore. Est-ce que tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour. Salut, Eleonore. Au revoir. Bon. Une nouvelle génération de poètes, on espère. Ah, c'est génial. Voilà. Je pensais jamais qu'on se reproduirait. Non, ouais. On exclut la personne qui parle, évidemment, mais bon, en l'occurrence. Oui, mais t'es son parrain, donc tu participes. Pas dans le sens de Godfather, on s'entend, là.
Ben oui, Pas dans le sens du film, le parrain ouais, bénévolent. non, non, ouais, oui, le parent bénéfique, oui, exactement. Ouais, pas dans Donc, ce sens. Fredericton, c'est intéressant que tu aies écrit ça à Fredericton, parce que Fredericton, à la fin des années 80, bon, pour les gens qui ne connaîtraient pas Fredericton a une histoire assez sinistre. Ben, Ouais. je veux dire, l'Amérique du Nord au Sud en général, on sera clair là-dessus. Ouais. Mais Fredericton est comme un espèce de concentré de l'histoire du Nouveau-Brunswick. C'est un territoire Wolastoqi. Ouais. Les Acadiens, la déportation acadienne y a été particulièrement sanglante. Ouais. Il y a eu chose dont on ne parle que très rarement, de l'esclavage. Ouais. Et puis, il y a... C'est assez divisé comme ville. D'un côté de la rivière, il y a le siège du gouvernement et puis tous les grands buildings et ces grandes maisons coloniales. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a la communauté Wolastoqi, qui a été enclavée dans quelques arpents, ironiquement la même année qu'on a fondé sans les Premières Nations, le Canada, c'est-à-dire en 1867. Ouais. Donc, c'est intéressant que tu Puis il écrives un texte. Il n'y a pas vraiment, tu sais, quand on vit à Fredericton, on n'a pas. Tu sais, moi, j'ai jamais eu conscience quand je vivais là-bas qu'il y avait une communauté Wolastoqi en face, là. Ça a changé depuis. Moi j'y ai vécu. Mais à l'époque, il y a personne qui en parlait. Il n'y avait pas de. C'était un peu effacé, quoi. C'était un peu. Et ça a beaucoup changé, mais ça a beaucoup changé. Ça n'a pas assez changé, encore là, comme partout au Canada. Mais ça a changé. En revanche, on ne parle pas de l'esclavage, Fredericton. Ça, c'est un sujet absolument tabou. Ben, on parle très peu de l'esclavage au Canada en général. Quand on parle d'esclavage au Canada, on parle du Underground Railroad, puis on parle du fait qu'au Canada, on a sauvé des esclaves qui étaient aux États-Unis. On ne parle jamais du fait qu'on a eu des esclaves ici, puis plusieurs de nos, de nos grands, qu'on considère comme des fondateurs du pays, etc., ont possédé des esclaves. Puis, et aussi qui ont eu des liens, je veux dire, John A. Macdonald avait des liens assez étroits avec les confédérés américains. Hein? Oh. Et on a encore... c'est Éléonore qui t'appelle. Ouais, non, c'est ça. Papa! Et on a encore, au-delà des... Je veux dire, c'est facile aussi de parler de qui se compare, se console, là. On parle toujours des États-Unis en disant le racisme, c'est là-bas. C'est très récent. C'est toujours ça. L'expression racisme systémique, elle date de très, très peu de temps. En tout cas, au Nouveau-Brunswick, à un prix horrible. Ça a été la mort de 3 Autochtones qui finalement a permis de faire émerger cette conscience-là d'une expression racisme systémique. Mais je veux dire, il n'y a pas juste les Johnny McDonald de ce monde. Je veux dire, on participe tous et on profite tous d'un système qui refuse de voir l'autre. Ouais. Et à Fredericton, moi, ça m'a toujours frappé. Pas que les gens de Fredericton sont pires qu'ailleurs, c'est pas ce que j'entends. C'est juste que l'histoire fait qu'il y a des choses qui se sont concentrées là. Et je trouve ça intéressant que dans ton premier recueil, t'avais quel âge? J'avais 18 ans, 19 ans quand je l'ai écrit, 18 ans. Tu vois? C'est dans cette ville-là que tu as écrit un poème qui, pour moi, est programmatique. Parce c'est un statement éminemment politique qu'on avait à l'époque rarement vu dans la littérature acadienne et qui était faite dans une ville qui était un peu l'omphalos de l'horreur coloniale. Tu sais. J'ai une question qui est complètement... C'est vraiment...
En tout cas, c'est de ces questions-là que j'ai de temps en temps. Est-ce que tu penses que les villes, on peut rentrer dans une ville, ne pas connaître grand-chose de cette ville-là, Ouais. et malgré tout en sortir des textes? Est-ce que tu penses que les villes nous parlent à notre insu? J'ai l'impression que les villes nourrissent les textes parfois d'une manière mystérieuse. On s'en imprègne rapidement, j'ai l'impression. C'est sûr que j'ai souvent écrit justement en voyage dans des villes, même des villes que je connaissais très peu ou où j'étais que de passage. Mais les premières impressions d'une ville vont souvent quand même parler de quelque chose de plus profondément ancré dans cette ville. Hein, parfois, c'est un peu comme cette idée qui était véhiculée dans le livre Blink de Malcolm Gladwell. Cette idée que, bon, lui, il parlait souvent d'experts il parlait de l'instinct finalement, sans savoir pourquoi, ils arrivaient à, disons, des experts en art arrivaient à déceler tout de suite un tableau qui était faux d'un tableau qui était authentique, sans avoir vraiment à y penser. J'ai l'impression que on a un peu c'est pas un sixième sens, mais on a rapidement, la première impression qu'on a souvent d'une ville, d'un lieu, d'un endroit, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des associations, des références à ce qu'on a déjà vécu, puis bon, ça peut un peu fausser le résultat de nos premières impressions, mais souvent, je pense qu'on ressent rapidement quelque chose, puis on Je pense a raison, on a souvent raison. on a un cerveau qui backstage fait du travail. On a une petite turbine qui backstage n'arrête pas de sampler les informations puis de les connecter ensemble. Tu sais, il y a la théorie, je pense que c'est rendu plus qu'une théorie, mais le concept ou l'idée des neurones miroirs. Donc, quand deux personnes sont en communication, bon, est-ce que ça se fait juste en présentiel, en face à face, ou est-ce que ça peut se faire virtuellement, ça, je ne sais pas. Mais quand deux personnes sont en communication, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans leur cerveau où il y a comme une espèce de concordance qui se crée. Est-ce que la même chose, dans un sens, peut se passer avec les lieux? Bon, évidemment, les lieux n'ont pas de cerveau et donc pas de neurones, mais est-ce que là, ça devient quasiment animiste, mon affaire, mais est-ce que quand on arrive dans un lieu et on sent quelque chose, est-ce que c'est juste à cause des références qu'on peut avoir et des associations qu'on peut avoir, ou est-ce que il y a quelque chose qui reste des événements qui se sont passés là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... je ne sais pas. C'est quelque chose à creuser, ça, je pense. Est-ce que tu comprends un peu Absolument. Moi, ouais. c'est quelque chose qui me fascine. C'est pas une chose à laquelle je pense quand je rentre dans une ville. C'est une chose à laquelle je pense quand je relis un de mes poèmes, puis je me dis, ben, comment j'ai pu figure ça out? Ouais. Alors, quand j'écrivais ce poème-là, alors que c'est une prise de conscience que j'ai eue plus tard, c'est probablement que la prise de conscience a comme origine le poème. Ben, souvent, j'ai l'impression que... C'est aussi ouais. réfléchir, pas forcément au sens de penser, mais en tout cas, c'est aussi se réfléchir dans quelque chose et voir quelque chose qui se réfléchit en soi. Ouais. Mais j'ai l'impression que la poésie nous donne accès souvent à justement quelque chose qui n'est pas nécessairement rationnel. Hein? Quand on écrit un texte poétique, c'est pas comme si on écrivait un discours ou quelque chose où on a vraiment un objectif narratif, quelque chose qu'on veut
qu'on veut vraiment transmettre. Ou, oui, c'est pas démonstratif. Il n'y a pas de thèse à c'est démontrer. ça. Souvent, on est dans l'abstraction. Mais plus tard, quand on se relit, on est comme « Ah! Mon Dieu! » Il y avait quelque chose de prophétique dans ce texte par rapport à ma vie, par rapport à ce qui est venu plus tard. Donc, c'est comme si on avait une espèce d'intuition de quelque chose qu'on ne comprend pas encore rationnellement quand on écrit un texte poétique et qu'on comprend seulement beaucoup plus tard. Et souvent, moi, en tout cas, il y a l'expérience de relire ses livres, ça, c'est une chose, mais l'expérience de relire ses cahiers d'écriture, ça, c'est vraiment autre chose parce que là, on voit la date exacte, on voit le lieu, si on le note. Moi, surtout, toi, tu as toujours été quasiment, c'est quasiment de l'ordre du trouble obsessif-compulsionnel chez moi, toi. je note tout, ouais. T'achetais, ça me sidérait tout le temps. Tu allais chercher une Moleskine, puis tu numérotais les pages. Je le fais encore, ouais. Puis je disais, pourquoi tu numérotes les pages? C'est le nombre de pages que mon livre va avoir. Oui. Alors que moi, j'ai toujours été bordélique. Moi, c'est des. Quand je dans mes archives, il y a ça pas si longtemps, je cherchais un document. Et d'ailleurs, j'ai trouvé le manuscrit d'un poème dont je vous ai parlé après, un poème à toi, que je t'avais volé. Je me suis souvenu de l'avoir volé, puis tu t'avais dit que je le volais. Puis tu ne voulais pas me le laisser, mais je l'ai, juste pour te le dire, je l'ai encore. Super. Et demain, je mourrai seul dans la mémoire de votre ouais. etc. Mais je suis tombé sur une caisse, il y avait mes manuscrits. C'est d'autres factures d'électricité, c'est des enveloppes déchirées, c'est des napkins, des bouts de nappes de papier qu'on a dans le restaurant, des journaux. Puis pourtant, j'ai tout le temps des tonnes de cahiers, de Moleskine, de papier partout. Mais c'est comme si je n'arrivais pas à m'organiser. Alors que toi, tu as toujours été très, très systématique là-dessus. C'est vrai que quand j'écris, il n'y a pas... c'est particulier. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant comme paradoxe. Au niveau de nos personnalités. Moi, je suis quelqu'un qui, en général, dans la vie, moi aujourd'hui, évidemment, parce que je suis marié, j'ai un enfant, etc. Mais à une époque, ma vie devait rentrer dans 2 sacs, puis je devais être constamment mobile, puis pouvoir partir quand je voulais. Je louais jamais des appartements qui n'étaient pas meublés, puis qui n'étaient pas... je ne pouvais pas avoir de permanence. J'étais constamment dans l'impermanence, mais quand ça venait à l'écriture, c'était un peu ça, ma demeure, quelque part. Mes cahiers d'écriture, c'était, OK, là, je sais où je m'en vais, justement. J'ai un titre, j'ai des citations, je l'ai dédié à quelqu'un, j'ai numéroté les pages, donc j'ai tracé le chemin que je vais parcourir. Je sais pas complètement thématiquement sur ce que je vais écrire, mais je sais que je vais commencer ce recueil-là, puis j'ai X nombre de pages et donc X nombre de poèmes pour faire un peu un voyage poétique. Donc, ça, c'était ma façon de vivre et ma façon de travailler. Tandis que toi, ta façon de vivre, même si tu as eu des moments de nomadisme et tout ça, mais même quand tu bougeais, même quand tu étais nomade, tu étais quelqu'un qui t'installait très, très rapidement et très facilement. Tu as des affaires que tu avais toujours avec toi. Tu avais une valise bibliothèque que tu traînais. Tu pouvais t'installer, mais vraiment rapidement avec quasiment des talismans. Je veux dire, tu as plein d'objets autour de toi qui reviennent, que j'ai vus. Tu sais, il y a plein d'objets que j'ai vus chez toi, dans des chez toi un peu partout dans le monde, que tu as traîné, peu importe où tu as été. Donc, dans ma cuisine, d'ailleurs, j'ai arraché les portes parce ouais. qu'ils étaient complètement à mort. Et puis, à un moment donné, j'ai mis de la vaisselle, puis après,
plus de la vaisselle dans une armoire. Je peux servir de la vaisselle. Ouais. Je mangerai dans le plat. J'ai rempli mes armoires d'objets. Ben ouais, voilà. Donc, j'ai un mur, c'est comme un petit musée. Puis des fois, je m'installe, me fais un drink, puis je passe casier par casier, et il y a une histoire, il y a quelqu'un, il y a Ouais. un objet. Ben ouais, c'est Alors comme si, que c'est comme dans si tu avais l'écriture, des. autant, Ouais. Toi, il faudrait que autant, tu aies des petites boîtes de Joseph Cornell que tu traînes partout. Là, tu sais. ben, j'ai des boîtes à cigares vides C'est bon, c'est ça. Ouais. avec plein d'affaires dedans. Ouais. Mais autant que là-dessus, je suis très, tu vois, très. Mes intérieurs sont programmatiques. Il y a Oui, toujours un voilà. parcours. Il y a toujours un. Ton lien à la permanence, il est là, il est dans le lieu, mais l'écriture est toujours dans l'urgence et donc justement la facture d'électricité ou le papier, peu importe J'écris de manière erratique, Ouais. dans l'urgence et quasiment comme un voleur. Je suis sûr que tu as encore des napperons en papier avec des textes écrits dessus qui viennent genre du luxe à Montréal où à l'époque, on allait souvent la nuit parce que c'était 24 heures pour écrire. Et puis on a souvent fait des trucs où on écrivait sur les napperons de papier. Là. Ce qui, au niveau de la conservation, sera peut-être un jour un problème parce qu'il y a beaucoup de taches Effectivement. bactérielles de ketchup et de Ben sauce et ouais, d'autres choses qui vont effectivement. finir par manger les archives. Ouais. Je plains tes futurs archivistes. Oh, tu sais, Ils ont du pain sur la planche. je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que ça serait si, avant de clamser, si les dieux m'accordent de voir ma clamserie, ma mort arriver, je pense que je vais tout brûler. Ah non. Oui, pas les lettres. Pas les lettres, parce que ça, les lettres, j'y tiens. Mais le reste, c'était pas destiné. C'est pas. Oh, c'est pas chaud. Maintenant, elle a une robe de princesse. Est-ce que tu montres ta robe de Ah! princesse? Tu montré ta robe de princesse? Voilà. Non? Elle m'a juste emmené une coccinelle pour me tenir compagnie. Merci, ma princesse. Merveilleux. Oh, je vais continuer ma discussion, d'accord? Désolé pour l'interruption. Mais au contraire. Au contraire. Ouais. Donc, et donc, je parlais dans les archives, j'ai trouvé ce manuscrit. Donc, tu veux des funérailles vikings, c'est ce que tu me dis? Ah, ben, enfin, si vous pouvez l'organiser, oui. Ça pourrait avoir de la gueule. En tout cas, moi, je ne l'organise pas parce que je vais le faire à mauvaise date puis je vais arriver en retard. Fait que c'est même pas la peine que je m'en mêle. Des funérailles vikings, mais un monument funéraire qui serait au moins 2 fois la hauteur du monument d'un autre poète qu'on ne nommera pas. Méchant. Je reviens au manuscrit que j'ai trouvé. Un tapuscrit. Ouais. Et c'est fascinant parce que tu as une correction dessus. Je ne sais plus laquelle, mais il y en a juste une. C'est tout le poème est là. Je ne sais pas si tu tapais, t'écrivais en tapant à la machine ou t'écrivais à la main, puis que tu tapais. Je parle d'Intouchable. Intouchable a plus été écrit à Moncton. Dans la Maison Verte, là, en face de New York Sub. Oui, il me semble, oui, exactement. Je crois qu'Intouchable était quand même écrit à la main à la base. Je dois avoir le cahier quelque part, puis après ça, je l'ai tapé, oui. Ouais. En tout cas, j'ai le tapuscrit avec une correction dessus. Et il y a cette strophe-là que j'aime beaucoup. Ouais. C'est « Vous comprenez votre absence de mon ivresse, et demain je mourrai soûl, seul dans la mémoire de votre voix. » Ça aussi, ça revient souvent dans mon travail, l'idée de la voix, l'idée de la voix qui appelle ou de la voix qui a disparu, qui n'est plus là, le chant.
le chant est omniprésent dans mon travail aussi. Puis ça, c'en est comme un exemple comme très, très tôt, finalement. Mais l'idée qu'il y ait juste une correction ou une rature, ça me fait penser à, justement, dans mon travail. Moi, j'écris très, très, très lentement. Je ne suis pas du tout dans l'urgence quand j'écris. Et donc, j'écris extrêmement lentement. Donc, il y a souvent très peu de différence entre les premiers jets, finalement, et ce qui finit par être publié. Parce écriture à voix haute? que... Je veux dire, à voix haute dans ta tête, là? Oui, absolument. Oui. Puis je dirais que très, très rapidement, genre, je vais écrire un vers, je vais le dire avant d'écrire l'autre. Tu sais, puis je suis très systématique dans mon écriture. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai vraiment une... on parlait du fait que tout à l'heure que je numérotais les pages avant de... Donc, je traçais le chemin dans mes cahiers d'écriture avant d'écrire. J'ai aussi le truc, pour une raison ou une autre. Encore une fois, on dirait que, comme j'ai été tellement nomade, l'écriture est vraiment devenue ce qui représente une demeure. Pour moi, ça a vraiment été quelque chose que... J'ai pas construit une maison, mais j'ai construit un amas de poèmes qui est devenu ce que c'est devenu. Mais à chaque fois que je commence un nouveau projet, je relis systématiquement tout ce que j'ai écrit avant de le commencer. Et donc, puis à chaque fois que j'écris un nouveau recueil dans un nouveau projet, je relis un nouveau poème dans un nouveau projet. Je lis tous les poèmes avant d'écrire celui-là. Donc, chaque poème est toujours en relation avec les autres. C'est pour ça que finalement, j'ai fini par enlever les titres des poèmes. Je pense que j'ai fait ça rendu à mon quatrième recueil, que j'ai arrêté de mettre des titres parce que tous les poèmes sont vraiment en relation les uns avec les autres. Quand je travaille, il y a vraiment une... chaque poème se construit sur le précédent. Ils se lisent comme une suite et en ça, tu m'as beaucoup influencé parce que c'est ce que j'ai cherché à faire dans mon premier recueil, c'est-à-dire que la dernière phrase, le dernier vers de chaque poème peut être le premier vers du suivant. Ouais. À une exception, et là j'ai insisté, je me souviens de m'être battu avec Paul Bourque là-dessus pour avoir une page blanche. Parce que c'est le seul moment où il y a vraiment une coupure. Et j'ai eu ma page blanche. Je l'ai eu dans la première puis dans la deuxième édition, j'ai 40 ans. C'est important, les pages blanches, je trouve. C'est important, l'espace. Surtout en poésie. Il faut de l'espace pour digérer un poème avant de passer à un prochain. Puis je trouve que il faut pas avoir peur de la page blanche. Je vois qu'il y a des commentaires un peu qui s'installent en dessous de nous. Est-ce que toi, Oui, c'est un commentaire de notre ami et poète Stéphane Despatie qui dit « Gary est ailleurs que partout », en guillemets. Il est ailleurs que dans le cadre de Porte, il est engagé dans le déplacement. Et c'est vrai que ça décrit bien ton rapport à l'errance. Oui, engagé dans le déplacement. Ouais. Mais avec, moi, finalement, mes talismans que je traîne, ben, ce sont mes cahiers d'écriture. C'est ce qui me suit partout. C'est la seule chose qui me suit partout. Il y a deux choses qui me suivent partout. Partout où je suis allé en voyage. Non, 3 normalement, mais là, je ne les ai pas. Il y a mes cahiers d'écriture, il y a les illuminations de Rimbaud, et puis il y a ça, le gardeur de troupeau de Fernando Pessoa. Donc, c'est partout où je vais, j'ai ces livres-là avec moi, puis j'ai mes cahiers d'écriture, ou au moins un cahier d'écriture, un projet sur lequel je travaille. Parlons des illustrations de Rimbaud. On revient parce qu'il nous reste quelques minutes et je voudrais vraiment... Mon Dieu, ça a passé vite. Ben oui, on s'était dit qu'on trouverait on se lançait plein de citations chacun l'un de l'autre et qu'on en jaserait. Mais évidemment, on ne s'est pas rendu à la 3e.
Bon, ben, écoute, j'aurais pas le temps de te lancer les citations, mais moi, j'aimerais parler de ce qui s'en vient. Parce que, bon, tu as eu une lettre au bout du monde qui était vraiment... on sent que c'est... même si il y a vraiment un voyage très, très défini dans une lettre au bout du monde, un voyage poétique, mais on sent que c'était à la base des textes épars que tu as rassemblés et que tu as... auxquels tu as donné du sens en les rassemblant. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Au contraire, on sent vraiment que c'est un projet très conceptuel, très particulier. Je pense que tu t'étais pas mal inspiré du Cantique des Cantiques. Et c'est vraiment un dialogue amoureux. Moi, je rêve un peu de monter ce projet-là avec une amie comédienne pour la scène, comme vraiment un dialogue amoureux entre un homme et une femme. Parce que je le perçois comme ça, ce texte. Et là, je pense au poème que tu as fait pour l'ouverture du festival Fry en ligne, Oser. Est-ce que le poème s'appelait Oser? Parce que le mot Oser revenait souvent. Ouais, il pourrait s'appeler Oser. Oui, il pourrait s'appeler Oser. Donc, là, tu es beaucoup plus... là, tu entres un peu dans le territoire de Jean-Paul Daou. Là, tu es dans l'humour, tu es dans la sensualité, l'humour, la transgression. Pas qu'il n'y a pas eu de sensualité, d'humour, de transgression dans ton travail auparavant, mais non, là... il n'y a pas d'humour, ça c'est sûr. Là, tu l'assumes pleinement et là, c'est un autre côté de ta personnalité qui transparaît. Hein? C'est vrai que pendant longtemps, j'ai fait des poèmes tristes, alors que je suis par définition pas une personne très triste. Ben, moi non plus, je ne suis pas très triste, puis j'ai fait des trucs assez sombres et tragiques. Souvent, les gens me rencontrent et sont comme « t'es donc ben un bouffon », puis ils sont extrêmement déçus, mais parce qu'ils me pensaient un garçon sérieux. Mais je pense qu'on peut se permettre d'être des bouffons parce que on a écrit des poèmes plus tragiques ou plus tristes. Je veux dire, on est... encore une fois, nous sommes tous... Oui, puis il ne faut pas se leurrer, hein, le rire est tragique. Ben oui, mais on est multiples. Hein? Mais le rire est tragique, par exemple. Oui, mais là, est-ce que... hier, quand on a eu une espèce de petite prédiscussion, on a parlé de cette phrase, on a juste parlé de comment on se sent à 50 ans. Mais toi, est-ce que tu as eu 50 ans? Parce que c'est là, toi, là. Ben non, en fait, c'est quand tu célèbres tes 49 ans que tu rentres dans ta 50e année. Donc là, oui, je sais, mais... dans ma 51e. Mais oui, un demi-siècle. C'est ça. Donc, on se sent plus jeune aujourd'hui, bizarrement, qu'il y a 20 ans, quasiment. Il y a vraiment... Puis on a parlé de cette phrase, ce vers de Dylan, I was older than that then, I'm much younger than that now. On a parlé aussi je crois que c'est Octavio Paz qui disait « on vient de la mort ». Aussi, exactement. Mais ça... Donc, à 20 ans, on est beaucoup plus tragique qu'on est à 5 ans. Et est-ce que... ça, j'ai l'impression que ça commence vraiment à transparaître dans ton travail. Il y a une légèreté qui apparaît dans ton travail en ce moment avec les derniers textes que tu m'as lus. Je suis devenu célibataire depuis des années. Ah, c'est ça qui a changé. Oui. Non, mais blague à part, c'est que je crois que quand j'étais à Fredericton, j'avais des amis anglophones, unilingues anglophones, qui ne pouvaient pas lire mes poèmes et qui voulaient les lire. Et puis, à un moment donné, Joanne Elder m'a fait l'amitié de traduire certains poèmes. Grande traductrice néo-brunswickoise, oui. Magnifiquement bien. Et ces amis-là m'ont dit, oui, mais on voudrait... Je me suis mis à écrire en anglais, et ce qui m'a étonné, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis mis à écrire des poèmes drôles. Quand je les lis, ça me fait rire. Et c'est comme si ça avait libéré quelque chose par rapport à ma propre langue où j'hésitais, de la même manière que j'écris comme un voleur. Tu sais, quand tu es en situation minoritaire, il y a toujours cette espèce de gros nuage, ce spectre-là, tu vois.
tu n'écriras point. Si nous autres, c'est notre 13e ou 11e commandement. Tu n'écriras point. Ouais. Donc, j'écris comme un voleur et j'avais peur d'écrire juste pour le fun d'écrire. Ouais. Le fait de passer à une autre langue, ça libère, hein? Ça libérer. Il y a une forme d'émancipation, de dire, ben, c'est finalement pas si important que ça. Mais on a souvent vu ça. Je pense à Joseph Brodsky, qui est passé du russe à l'anglais, à Kundera, qui est passé du tchèque au français, Pessoa, qui a écrit des poèmes en anglais, pas seulement en portugais, puis qui a retraduit. Il y a plein de poètes, d'écrivains comme ça qui se sont libérés de quelque chose en passant d'une langue à une autre, et puis après ça, qui sont peut-être revenus à leur langue maternelle, mais bon, Beckett, qui écrivait en français, il y a vraiment quelque chose de... C'est ça, de libérateur, finalement. Et c'est intéressant parce que maintenant que j'écris évidemment beaucoup plus en anglais, qu'est-ce que je viens de dire là? J'écris évidemment beaucoup plus en français que je n'écris en anglais, mais l'anglais a comme gravé des circuits neuronaux dans ma tête. Ça a changé quelque chose à ton de la même façon que je suis en train d'apprendre le Wolostocki, et le Wolostocki, qui est une langue polysynthétique, est capable de concepts, probablement comme l'allemand. Je ne parle pas l'allemand, mais je sais que c'est une langue philosophique à cause de ça. Le grec aussi. Le Wolostocki a cette capacité de créer des concepts en amalgamant des racines et des mots. Et je crois que ça... En les agglutinant un peu, là, comme l'allemand. Les agglutinants, c'est une langue agglutinante. Comme l'allemand. Une langue synthétique. Comme l'allemand. Et je crois que ça a brûlé des circuits neuronaux dans ma tête. Qui font que j'écris différemment maintenant. C'est peut-être aussi que dans le cas de l'anglais, j'écris évidemment pas en Wolostocki, je ne suis pas assez avancé pour écrire en Wolostocki. Mais en anglais, chose certaine, il y a une espèce de facilité. Il y a une beauté de l'anglais quand vient le temps. Tu sais, c'est pain, viande, pain, comme diraient un de mes amis. C'est direct. Il y a différents types d'anglais. Mais il y a un anglais de tous les jours qui est d'une efficacité absolument redoutable quand on veut être drôle. Oui, absolument. Tu vois. Et puis, il y a ce qu'on a presque perdu en français, il y a des voyelles courtes et des voyelles longues. Oui, des formules coup de poing, oui, absolument. Et il m'arrive désormais, quand j'écris, d'avoir, là, j'étais en train d'écrire un texte pour une anthologie aux éditions David sur la oui, que tu m'avais fait lire l'autre jour. Ouais. Et puis, il y a des fois où les vers surgissaient en anglais. Et là, j'étais pris à dire, OK, comment je traduis cette idée-là en français? Parce que c'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est que le vers est beaucoup moins efficace en français. Et ça donnait des choses que je n'aurais pas écrites autrement. Et je trouve que cette espèce de vase communicant des langues est absolument fascinant. Ben, ça nous mène ailleurs de penser dans une autre langue, parce que pas, on a souvent appris, quand on a appris une deuxième langue, c'est souvent dans un contexte complètement différent que quand on a appris notre langue maternelle, puis on a d'autres références, d'autres associations, puis ça va nous mener ailleurs. Je veux dire, moi, quand j'écris en anglais, c'est pas du tout pareil que quand j'écris en français, puis c'est toujours intéressant de traduire ce que j'ai écrit dans une autre langue, puis le ramener au français, disons, puis... Et c'est pas toujours possible, c'est ça qui est facile. Tu te souviens, à un moment donné, tu avais décidé de traduire, je ne me souviens pas lequel des deux, mais soit la lettre ou soit ne réveillez pas. La lettre. Et puis après un bout de temps, je me souviens, on était à la pétanque à Ménilmontant, le café juste à côté de chez nous. Oui. On en jasait, puis on a regardé les premiers poèmes que tu avais traduits, puis la traduction était tout à fait fidèle, mais le poème tombait une espèce de
ça marchait pas. Ah, ben comme une crêpe qui n'a pas pogné, une mayonnaise qui n'a pas pogné. Et des fois, Ça ne marche pas. des fois, c'est le contraire qui se passe. Des fois, on traduit un texte, puis on le trouve Et, beaucoup plus des fois, intéressant dans la l'autre langue. traduction en est Ouais, meilleure. exactement. C'est vraiment Ouais. intéressant. Mais c'est ça, c'est extrêmement difficile de traduire de la poésie. C'est vraiment pas évident. J'ai une question pour toi. Oui, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai pas le temps devant nous. J'ai pas. Il nous reste 12 minutes, me Parfait. dit Jonathan. Go. Parfait. Est-ce que je peux t'envoyer un autre verre ou. Ah oui, go for it. Après ça, moi, j'aurais une question pour toi. D'accord. Ben, j'en ai plusieurs. Là, Alors, là, je suis encore dans la lettre, mais là, il y a un poème ici que je trouve qu'il y a un concept qui est souvent revenu dans ton travail après. Donc, oser des matins impossibles au-dessus des banlieues et des fleuves, animer le silence de marées inconnues, de lunes, comme y laisser le temps d'un souffle d'animal, un ouragan dans un verger, ou sur un pré sauvage, peut-être même sur mes joues, comme ta paume qui se tend pour un soleil évanoui, un vent d'orage. Donc, l'opposition de la ville et de la civilisation, là, il y a la banlieue et le fleuve, l'opposition aussi de l'animal, l'animal qui revient souvent, le soleil, parfois tu parles du soleil, souvent tu parles du jour, le jour qui s'efface, le soleil qui s'efface, le soleil dans ce cas-ci, c'est le soleil évanoui, un vent qui se tend pour un soleil évanoui, un vent d'orage. Donc, c'est le temps. Le temps est très. Puis peut-être que c'est un truc maritime, tu sais, c'est un truc que je retrouve souvent dans la poésie irlandaise, puis islandaise, puis écossaise. Cette idée des éléments qui peuvent à tout moment devenir menaçants, changer, le soleil qui disparaît, ça me fait penser à le jour qui n'est plus. Yves Bonnefoy a ce superbe vers, je crois que c'est l'immobilité de Douvres, mais je ne suis pas sûr. Soudain, le plus violent navire entra au port. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans les éléments. Oui. Ben, Bonnefoy, il n'était pas normand d'origine, il me semble, ou un truc. Il était pas. Ah, ça se peut, oui. Il est normand ou breton, ouais. Mais il y a quelque chose de cette violence-là des éléments qui peuvent changer. Et le jour, la lumière, je parlais il y a de ça 2 ou 3 soirs avec un ami poète, Michel Terrien, qui a eu cette superbe phrase qui me dit « Me demander d'expliquer un poème, c'est comme me demander d'expliquer la lumière. » Ouais. Et je crois que quand je parle du jour, quand je parle de la lumière, quand je parle des soleils tombants, ou des soleils évanouis, ou toucher du doigt le ciel et tout ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. On ne peut pas expliquer le poème. Il est là. On ne peut pas expliquer la lumière non plus. C'est ce qu'il y a de plus humain et puis en même temps de moins humain. On est dedans. Et toi, tu parles souvent de la nuit. Tu parles souvent d'être face à un mur, pas au niveau métaphorique, littéralement, et de regarder le mur et d'attendre que la nuit s'y place ou que la nuit s'en aille. C'est quelque chose qui revient. La nuit est constante chez toi. Les aubes sont là, l'horizon est là, mais la nuit est beaucoup plus présente dans ce que tu écris que dans ce que j'écris. Enfin, il me semble.
Ben, je dirais que pour quelques raisons. Bon, il peut y avoir la nuit métaphorique, la nuit The night is dark and full of terrors. Tu sais, la nuit qui nous rend craintifs, qui nous rend bon. Mais dans mon cas, souvent, la nuit, c'est plutôt un refuge. Euh, Moi, j'ai une très, très grande sensibilité à la lumière. Je suis né comme ça, je suis photosensible. Et donc, le jour, le soleil, et ça aussi d'ailleurs, je pense qu'il y a des moments où je parle de l'astre jaune ennemi. Je vais souvent parler du jour ou du soleil plutôt que d'en parler comme quelque chose de magnifique, de naissant, qui donne accès à l'horizon et tout ça. Oui, des fois, il y aura ça, mais j'en parle parfois comme un ennemi aussi. Et donc, la nuit, pour moi, c'est un refuge. Et bon, grand insomniaque que je suis, c'est souvent le moment où j'écris aussi. Donc, et puis, veux pas, le jour, malgré les dangers de la lumière, le jour, j'explore, le jour, je découvre. La nuit, oui, ça m'arrive d'explorer des villes la nuit et de les découvrir et de me mettre en danger et tout ça, mais souvent, la nuit, c'est un peu le moment où je me pose et je suis justement face à un mur et c'est là où j'écris. Est-ce que ça répond un peu à... Ben, on sortira de la nuit. Et il y a ce poème que j'ai retrouvé aujourd'hui dans Vague, Ouais. qui est une très belle édition des Forges qui est paru à la fois en français et en espagnol. Ouais, au Mexique, ouais. Et il y a ce poème-là que je sais pas. Il me. Encore là, c'est comme la lumière. Hein, ça, la chaleur me réveille. La chaleur me réveille. Un matin du mois d'août. Ce paysage tropical me plonge dans une fébrile relecture des illuminations. De Rimbaud, ouais. J'y retrouve un souffle rempli de bruits sauvages, de petites épiphanies. J'enfile un t-shirt sale et sors dans San José, espérant y trouver un autre corps pour apaiser ces chiens qui me guettent. Ouais, ça aussi, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de loups dans mon travail. C'est un peu c'est ça, c'est un peu des chiens, des loups, des fantômes affamés, finalement, c'est nos démons, finalement, ce sont nos démons qui nous guettent. Et souvent, pour y échapper, ben, on sort sans canailler. Donc, dans ce cas-là, je sortais mon canailler dans San José, au Costa Rica, où ce recueil-là a été écrit. Il a fini par être publié au Mexique, mais il a surtout été écrit au Costa Rica. Et, et dans ce poème-là, c'est drôle, c'est un poème que j'aime beaucoup parce qu'il est, d'un côté, c'est un peu comme Rimbaud habite vraiment ce poème de deux manières. D'un côté, il y a le côté mystique de Rimbaud en parlant des illuminations, en citant les illuminations, en pensant à ces poèmes qui étaient magnifiquement abstraits. Moi, les illuminations, ça me suit partout. Magnifiquement abstrait, magnifiquement spirituel. Ah, je fais une petite parenthèse. Il faudra Et dire. Tu me rappelleras de te montrer. Il y a Jean-Guichard Méli a pris un texte des Illuminations. ouais. Il s'est rendu compte qu'on peut le lire à l'envers. Oh wow, ok. Et ça tient la route syntaxiquement. C'est fascinant. Enfin, on en reparlera une On en autre fois. reparlera, tu me montres ça, je serais très curieux. Mais et le fait d'enfiler un t-shirt sale, c'est un peu le t-shirt sale, c'est un peu un talisman qui rappelle Rimbaud aussi. Tu sais, Rimbaud, on l'imagine. Je veux dire, quand on pense à Rimbaud, on n'a pas l'impression qu'il était toujours un petit garçon propre. Là.
Ben, on pense à une petite chose fragile alors que c'était un grand Jack qui garochait des chaises puis des tables quand il rentrait dans les tavernes. Faut Ah, pas moi, je le vois. l'oublier. Non, moi, je vois plus le garocheux de chaises que Ok. de. C'est C'était ça, là. rock'n'roll. Le gars qui monte sur une table qui pisse, là. Tu sais, Oui, oui, c'était le franqueur de l'époque, là. c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Tu sais, Il nous reste trois c'est rockstar. minutes. 3 minutes, mon Dieu. 3 minutes et je voudrais. J'ai trouvé ce vers dans Fuite, un poème qui s'appelle Soleil. Et je trouve qu'il résume très bien ton œuvre. Et la personne et l'ami que tu es, c'est je suis à la frontière de Hmm. toutes les fuites. Je suis à la frontière de toutes les fuites. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours à la frontière de toutes les fuites. On est toujours sur le seuil, on est toujours. On, on prend, on prend constamment la décision de, inconsciemment ou consciemment, mais la décision de rester ou de partir. On est toujours. Et puis, justement, quand je dis toutes les fuites, oui, il y a les fuites physiques, mais il y a les fuites euh, psychologiques, mentales, spirituelles. On peut prendre la fuite de toutes sortes de façons. Et elle nous appelle constamment. Dans un sens, c'est la vie qui nous tire, dans un autre sens, c'est la mort qui nous appelle. Tout, oui, je suis toujours à la frontière de toutes les fuites, effectivement. Mais on choisit de s'ancrer quand même. Puis ce qui nous ancre, c'est justement les amitiés qui traversent le temps, comme la nôtre. C'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on traverse, c'est ce qu'on se dit. Bon, ben, Pépère, je pense que ça sera les famous last words de cette soirée. Donc, merci à tout le monde d'avoir été On va là. faire un virtual elbow bump. Bah, non, moi, je fais des. Tu fais des quoi? Je fais des révérences. Donc, je pense qu'on est offline. Je ne sais pas, mais au cas où on ne serait pas Oh, merde.